Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir en direct sur LCI. La foudre pourrait frapper 2 fois aux États-Unis. Il est prêt, il prépare sa revanche. Donald Trump, qui pourrait peut-être être à nouveau réélu en 2024. Il est bien parti, si l'on en croit les sondages. Et pour faire son comeback, son premier cercle a mis au point, dans le plus grand secret, un plan pour sa réélection. Pour comprendre ce qui se joue, nous ont rejoint le colonel Pierre Dejonghe. Bonjour colonel, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Lucas Manget, bonjour, grand reporter, auteur de ce précis de survie stratégique aux éditions Équateur. Annie Daubenton, bonjour, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Samantha de Mendern est avec nous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Magali, expliquez-nous tout sur ce programme fou de Donald Trump pour se faire réélire l'an prochain. Il y a un nom, ce plan, c'est Projet 2025. Alors vous dites qu'il est fou parce qu'en fait il va loin, il va très très loin. On en a sélectionné que quelques points parmi tant d'autres. Alors s'il revient au pouvoir, Donald Trump compte limoger jusqu'à 50 000 employés dans différentes administrations pour les remplacer par des Trumpistes. Son but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir mener toutes ces réformes parce qu'il a retenu les leçons de son premier mandat. Il dit qu'il a été empêché de faire les réformes qu'il avait dans son programme. Cette fois, il n'en est pas question. Donc, il pourra les faire, ces réformes. Il veut aussi renforcer les prérogatives de l'exécutif pour pouvoir, et là, je le cite, faire tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il a dit dans une interview. Dans son projet également, des mesures encore plus drastiques contre l'immigration. Il a ainsi promis d'arrêter tous les sans-papiers. Ça fait environ 12 millions de personnes. Ensuite, de les placer dans des camps de détention et d'organiser, là aussi je le cite toujours, d'organiser la plus grosse opération de déportation de l'histoire de l'Amérique. Beaucoup s'alarment de ce programme, à l'image de l'ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, qui dit « sa réélection serait la fin de notre pays tel qu'on le connaît », tandis que le sénateur démocrate Joe Manchin estime qu'il va détruire la démocratie en Amérique. Hillary Clinton qui avait perdu face à Trump. Magali, ils sont d'autant plus inquiets que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Donald Trump pourrait revenir au pouvoir. C'est une probabilité qui est forte. Ouais, c'est complètement fou. Il y a quelques semaines, ça paraissait irréalisable, irréaliste. Aujourd'hui, plusieurs signes montrent qu'il pourrait l'emporter dans un an. Il y a les sondages, vous en avez parlé. Effectivement, pour le moment, les instituts prédisent un match serré avec Joe Biden, mais jusqu'à quand ? Parce que Donald Trump ne cesse de grignoter des points, notamment chez les plus jeunes et au sein de l'électorat afro-américain. C'est assez spectaculaire. Il est même donné en tête dans 5 États clés sur 6. Vous le savez, ces fameux swing states qui peuvent faire basculer une élection présidentielle. Donald Trump est donc confiant, mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Non, il travaille, il prend très au sérieux cette campagne et il ne laisse rien au hasard. D'abord, il a changé son équipe. On se souvient que celle de 2016 l'avait porté au pouvoir, mais elle était quand même assez disparate. Elle était assez inexpérimentée. Cette fois, il s'est entouré de professionnels. C'est ce que dit un consultant républicain à l'Express. L'ex-président est plus aguerri et s'est entouré d'une équipe très intelligente, pointue, qui mène une campagne efficace et disciplinée. Donald Trump s'est aussi donné un rôle au-dessus de la mêlée, puisqu'il donne peu d'interviews et surtout, il refuse de participer au débat de la primaire républicaine. Il y a quand même ces procès, me direz-vous. Mais ce n'est pas du tout un handicap pour Donald Trump. Bien au contraire, il s'en sert comme des tribunes politiques. Regardez ce que dit une chercheuse à l'Express. C'est contre-intuitif, mais les 3 procès qui démarrent au printemps favoriseront Trump. Pendant la campagne, il va se poser en victime des élites, de l'État profond et de l'administration Biden. Merci beaucoup Magali. C'est quand même fou d'imaginer Donald Trump revenir au pouvoir. On a été surpris la première fois. Là, tous les éléments sont là pour nous alerter. D'abord, son programme, Lucas Manget. Son programme encore plus radical que la dernière fois. C'est pire encore qu'un programme en fait, parce que c'est un plan. C'est-à-dire c'est un plan de mise en œuvre d'une destruction d'un certain nombre d'institutions américaines qui existent depuis plus de 220 ans et qui 230 même et qui ce que dit Hillary Clinton n'est pas bien sûr c'est une opposante de Donald Trump mais ce qu'elle dit c'est juste, c'est-à-dire que c'est remettre en cause des bases d'un système politique judiciaire et constitutionnel américain tel que ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que il y a une partie de vengeance comme vous le disiez qui est absolument évidente, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que il y a
ce texte, hein, ça fait 1000 pages, donc c'est pas rien. Des vengeances très personnelles, c'est-à-dire des juges. Souvenez-vous quand dans les derniers jours de début janvier, quand Donald Trump essaye de convaincre encore des juges, notamment en Géorgie, d'annuler le vote en Géorgie, et il passe 1 heure au téléphone. Le juge avait enregistré, donc ça avait été publié par le New York Times, je crois, et il n'a jamais toléré que ce petit juge, entre guillemets, qui était un juge de l'État de Géorgie, lui tienne tête. Et il lui disait d'ailleurs au téléphone, il disait, mais enfin, je suis le président, c'est simple, enfin, tu me donnes l'élection, on n'en parle plus. Ça va aussi contre des journalistes. Ils disent dans ce texte que, par exemple, la chaîne MSNBC devrait être mise sous surveillance. Il y a une espèce de vision, en gros, tous les opposants de Donald Trump sont des gauchistes et des wokistes. Ça, c'est la partie, on allait dire, presque un peu folle Sauf que dans le fond, c'est d'abord pas lui seul qui a travaillé sur ce texte, c'est notamment plusieurs think tanks américains, et notamment The Heritage Foundation, qui est extrêmement à droite aux États-Unis, et qui prépare un plan pour déstructurer le système américain, donner beaucoup plus de pouvoir au président. On le rappelle régulièrement au moment des élections américaines, et puis on va en reparler beaucoup dans l'année qui vient. Mais les États-Unis, c'est un système fédéral dans lequel effectivement le président n'a pas du tout tous les pouvoirs. Là, il s'agit de donner beaucoup plus de pouvoirs, notamment des pouvoirs militaires. C'est-à-dire sur les gardes nationales, par exemple. Les gardes nationales, ce sont ces armées de chaque État. Il y a 50 gardes nationales aux États-Unis, enfin 49 parce que Washington c'est un petit peu particulier, mais il y a des gardes nationales qui sont mobilisables par les gouverneurs des États. Là, dans le texte, il y a non, c'est fini, c'est plus les gouverneurs, c'est le président des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup reproché à des gouverneurs de ne pas avoir déclenché leur garde nationale pour le protéger et pour le nommer pour se disperser dans les rues, enfin se mettre en ordre de bataille dans les rues pour lutter contre les démocrates quand Biden allait prendre le pouvoir à la Maison Blanche. Donc c'est vraiment il y a une partie presque drôle qui peut nous faire sourire, ou en tout cas nous faire sourire de manière un peu craintive, et puis il y a une partie fondamentale de destruction d'un système politique qui est quand même une démocratie qui tient le coup depuis un certain temps, sur laquelle qu'il a essayé d'abîmer énormément pendant 4 ans, et donc là il dit à l'avance, et c'est là où vous avez raison, c'est la surprise absolue, c'est qu'il dit non seulement je vais gagner, mais le pays ne sera plus jamais comme avant. Et je vais le façonner à ma manière. Et il n'est pas seul, il y a des centaines de chercheurs, de politiques qui travaillent avec lui et pour lui, et qui se disent c'est un moment historique. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent Trump, il y a beaucoup c'est très mouvant en ce moment. En plus, le conflit israélo-palestinien s'invite dans la campagne américaine. Mais Lucas, comment expliquer que cette ferveur, ce soutien à Trump ne se soit pas émoussé depuis ? Il y a plein de raisons à ça, mais d'abord Biden n'est pas très populaire, c'est-à-dire que Biden est quand même un président très vieux, qui a fait un certain nombre de gaffes, qui est pas proche. Il est très fort en politique internationale, mais il a pour l'instant pas fait des mesures absolument révolutionnaires pour la société américaine. Et puis, vous disiez tout à l'heure, c'est fou, mais pour beaucoup d'Américains, la réélection de Trump, c'est pas fou du tout. C'est un homme qui leur parle. Enfin, sur les procès, c'est absolument sidérant. Chacun des procès, nous, vu de France, on se dit bon bah ça y est, c'est terminé, il va plus pouvoir faire quoi que ce soit. Sauf que chacun des procès le fait gagner en popularité. Il utilise ça comme une tribune. C'est le populisme. Regardez en Argentine. Enfin voilà, c'est pas. C'est lui qu'on veut faire taire. Il a inventé un système. C'est lui que le système veut faire taire. Mais dans d'autres pays du monde en ce moment, Bolsonaro rêve de revenir au Brésil. En Argentine, c'est un immense populiste qui a pris modèle sur Trump. Ça fonctionne auprès de gens qui sont un peu paumés, un peu perdus, ou bien qui croient profondément qu'il faut changer ce système et que la démocratie n'est pas forcément la meilleure solution. C'est, on le rappelle, une première dans